Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les sous-espaces vectoriels en parlant de la notion de sous-espace vectoriel engendré par une partie. Dans toute cette vidéo, nous allons travailler dans le cadre classique où E est un K espace vectoriel et K, c'est bien entendu R ou C, au moins en MPSI. Donc, on va maintenant donner la définition de l'objet fondamental, enfin je devrais dire plutôt une définition, parce qu'on va en voir deux équivalentes, de l'objet fondamental qui est le sous-espace vectoriel engendré par une partie. Donc si je prends X, une partie de E, et je dis bien juste une partie, eh bien euh, je dis que le sous-espace vectoriel engendré par X, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant X. On a une notation pour cela, c'est vect, donc pour sous-espace vectoriel engendré de X. Et puis si on a une ambiguïté sur le corps de base, on peut mettre K ici. Donc le sous-espace vectoriel engendré par X, c'est le plus petit. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus petit? Bien entendu, on parle de partie, donc c'est au sens de l'inclusion. Alors comme d'habitude, à chaque fois qu'on parle de plus petit élément, il y a une démonstration. Donc cette définition appelle démonstration. Donc il faut justifier que ce sous-espace vectoriel existe. Donc on va le faire de manière constructive, c'est-à-dire que je vais vous le donner, même si en fait si on ouvre bien les yeux, on peut s'en douter, si on a un petit peu d'habitude de travail sur les ensembles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire plus petit? Comment est-ce qu'on construit quelque chose plus petit avec des ensembles? Eh bien en travaillant avec une intersection. Donc, je vais regarder l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E qui contiennent X. Je vais le noter F rond. Donc, c'est l'ensemble des F includant E qui vérifie X includant F et F est un sous-espace vectoriel de E. On peut tout de suite remarquer que E est un élément de F ronde. Donc notamment F ronde n'est pas vide. Oui, parce que E est un sous-espace vectoriel de E qui contient X, tout à fait. Et donc on va regarder le plus petit élément de cette partie. Alors, en fait, on va le construire. On va montrer que c'est le plus petit élément. Donc on va le construire avec bien entendu une intersection. Donc je vais construire l'intersection de tous les éléments de cette partie. Donc je regarde, je prends tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent X et je fais leur intersection. Et je vais montrer que V est le plus petit élément de F ronde, bien entendu au sens de l'inclusion. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un plus petit, donc ça veut dire que c'est un élément de F ronde et que c'est inclus dans tout autre élément de F ronde. Alors, la première chose que l'on pourrait voir, c'est qu'il faut bien voir, c'est que V est bien défini, car F ronde n'est pas vide. Ensuite, donc premièrement, si je prends F un élément de F ronde, eh bien par définition de l'intersection, V, oui, V est inclus dans F. Hein, ce F là apparaît dans cette liste-là, et donc par définition de l'intersection, on a bien V inclus dans F. Donc conclusion, V minore F ronde au sens de l'inclusion. Le travail, c'est surtout de montrer que V est un élément de F ronde. Donc il y a trois choses à démontrer. Premièrement, on a bien, comme c'est une intersection,
V qui est inclus dans E, car tous les éléments de f ronde sont inclus dans E. Donc leur intersection est aussi une partie d'E. Deuxièmement, si je prends f une partie de f ronde, eh bien on a x qui est inclus dans f, donc x qui est inclus dans l'intersection des éléments de f ronde. Et troisièmement, si je prends f, une partie de f ronde, c'est bien sûr un élément de f ronde, eh bien grand F est un sous-espace vectoriel de E, donc V, en fait c'est une intersection de sous-espaces vectoriels, eh bien c'est aussi un sous-espace vectoriel de E comme intersection de sous-espace vectoriel de E. Donc ces trois points-là nous donnent que V est un élément de f ronde. Donc on a bien montré que f ronde possédait un plus petit élément au sens de l'inclusion. Donc cette définition est bien valide. Alors, elle est très bien cette définition. Le petit problème, c'est qu'elle est abstraite et que l'on n'y comprend pas forcément grand-chose. Donc le travail principal de cette partie, ça va être d'en donner une autre formulation pour bien comprendre, notamment géométriquement, ce qu'est ce sous-espace vectoriel engendré par une partie. Et à la fin, on verra quelques petites propriétés très simples sur ce sous-espace vectoriel engendré et quelques petits exemples. Donc, ce qu'il faut voir, c'est donc là on a fait une construction par l'extérieur, on a réduit les sous-espaces vectoriels qui contiennent x en les faisant leur intersection. On peut aussi en proposer une construction par l'intérieur en grossissant, en prenant des éléments de x et en faisant leur combinaison linéaire. Ce faisant, si on a un sous-espace vectoriel qui contient x, en faisant des combinaisons linéaires d'éléments de x, on reste toujours dans ce sous-espace vectoriel. Donc, alors soit on le voit comme un théorème et une autre formulation, soit on le voit comme une autre définition et on montre que les deux définitions sont équivalentes. Il y a deux points de vue. Donc, théorème. Donc si je prends x inclus dans E, eh bien le sous-espace vectoriel engendré par x, eh bien ça c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de grand X. Donc, on démontre. Et puis surtout, ensuite, on traduit. Donc, démonstration. Donc, il faut montrer que l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de grand X est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant grand X. Donc, je vais poser. Je vais noter V, l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de grand X. Bon, on ne va pas faire une démonstration trop technique. On va vérifier que V est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant grand X. Donc il faut montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E, qu'il contient grand X, et qu'il est inclus dans tout sous-espace vectoriel de E contenant grand X. Donc on y va. On a bien, on travaille avec des vecteurs, donc on a bien une combinaison linéaire de vecteurs, c'est un vecteur, donc V est inclus dans E. Ensuite, le vecteur nul est toujours combinaison linéaire de n'importe quelle famille. Donc on a le vecteur nul qui est un élément de V par convention.
on va dire notamment ces combinaisons linéaires de la famille vide. Et la famille vide, c'est bien une famille de vecteurs de grand X. Ensuite, si je prends X et Y dans V, lambda et mu dans K, eh bien X et Y sont combinaisons linéaires d'éléments de grand X. Et ce que l'on voit, c'est qu'une combinaison linéaire d'éléments de grand X est encore une combinaison linéaire. Il faut l'écrire, c'est un peu lourd. Donc, on dit juste, donc lambda x plus mu y, c'est une combinaison linéaire d'éléments de x. Donc lambda x plus mu y, c'est bien un élément de V. Donc de tout ceci, on déduit le premier point, c'est que V est un sous-espace vectoriel de E. Maintenant, deuxième point, X est inclus dans V, ça c'est facile. Si je prends X, un élément de grand X, eh ben, j'écris X qui est égal à une fois lui-même. Et bien ça c'est bien une combinaison linéaire de lui-même, donc c'est bien un point de vue. Donc, deuxième conclusion, deuxième point d'étape, X est inclus dans V. Et ensuite, troisième point d'étape, si je prends F, un sous-espace vectoriel de E contenant X, il faut montrer que V est inclus dans grand F. Donc je prends petit v, un élément de grand V. Qu'est-ce que cela veut dire que petit v est une combinaison linéaire d'éléments de grand X? Cela veut dire qu'il existe des vecteurs x1, xn dans grand X et des scalaires lambda 1, lambda n, tels que v égale lambda, la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus jusqu'à lambda n xn. Or, x1, xn sont des vecteurs de grand X et grand X est une partie de grand F. Donc les vecteurs x1, xn sont des vecteurs de grand F. Et comme grand F est un sous-espace vectoriel de E, eh bien la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus lambda n xn est un élément de grand F. Conclusion, V est inclus dans F. Je vais le mettre en rouge, c'est le troisième point d'étape. Donc V appartient à F, donc grand V est bien une partie de grand F. Donc on a bien montré que grand V, l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de X, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant grand X. Et donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par grand X. Alors on a terminé maintenant cette partie un peu abstraite. On va pouvoir bien comprendre ce que c'est que le sous-espace vectoriel engendré par des éléments. Donc en fait, qu'est-ce que l'on vient de montrer? On vient de montrer que, toujours avec cette partie grand X, si je prends un vecteur V dans E, eh bien V appartient à un sous-espace vectoriel engendré par grand X, équivaut à il existe des vecteurs x1, xn dans grand X, il existe des scalaires lambda 1 et lambda n dans grand K, tels que V est égal à la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus lambda n xn. Donc cela nous permet de bien comprendre géométriquement ce que c'est que ces sous-espaces vectoriels engendrés. Alors une petite notation. Si on ne va pas trop s'embêter, si x1, xn sont des vecteurs de E, le sous-espace vectoriel engendré par la partie x1, xn
on le note tout simplement en enlevant les accolades. On n'a pas envie de trop s'embêter avec des écritures lourdes. Alors, comprenons déjà ce qui se passe avec un vecteur. Donc si x est un vecteur de E non nul, ben, le sous-espace vectoriel engendré par x, donc c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant x, mais c'est aussi l'ensemble des combinaisons linéaires de x, donc c'est l'ensemble des lambda x. Pour lambda, hop, pour lambda scalaire. Donc c'est-à-dire que si on a x ici, le vecteur nul, et bien qu'est-ce que le sous-espace vectoriel engendré par x, et bien c'est tout de suite, alors, hop, je vais essayer de le dessiner un peu mieux, mais c'est tout de suite la droite engendrée par x. Oups là. Et puis là c'est bien sûr un x minuscule. J'ai dit x différent de 0. Qu'est-ce que c'est que le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur nul? Ben, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant le vecteur nul. Donc c'est le singleton vecteur nul, de manière assez évidente. C'est aussi l'ensemble des lambda fois le vecteur nul pour lambda scalaire, donc c'est le singleton vecteur nul. Si je prends x et y dans E, alors je vais supposer que x et y sont non collinéaires. Qu'est-ce que c'est que le sous-espace vectoriel engendré par x et par y? Donc si je mets x ici, si je mets y, hop, je vais faire le dessin, ici, comment faire des combinaisons linéaires d'éléments de x et de y? Eh bien, on prend donc on multiplie x et y par des scalaires et on additionne. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel vecteur des deux droites engendré par x et y et on les additionne. C'est-à-dire qu'on fait des parallélogrammes. Donc on peut obtenir ce point-là, on peut obtenir hop, ce point-là, on peut obtenir hop, ce point-là. Non, plutôt comme ça. Donc en fait, le sous-espace vectoriel engendré par x et y, ben c'est l'ensemble des lambda x plus mu y avec lambda et mu scalaire. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le plan engendré par x et y. Alors, si x et y sont collinéaires, on va le faire ici, si x et y sont collinéaires, non nuls, si je mets x par exemple comme ça, y par exemple hop, comme ça, toujours le vecteur nul ici, ben, si je fais les combinaisons linéaires de x et de y, je vais obtenir juste un vecteur de cette droite-là. Donc là, on va voir que le sous-espace vectoriel engendré par x et y, ce sera le sous-espace vectoriel engendré par x, ce sera le sous-espace vectoriel engendré par y, et ce sera plus un plan, ce sera une droite vectorielle. De manière générale, si le sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs x1, xn, c'est l'ensemble des lambda 1 x1 plus lambda n xn avec lambda 1 lambda n des scalaires quelconques.
Alors il faut voir qu'on a en fait beaucoup mis d'ensemble sous forme de sous-espaces vectoriels engendrés, notamment lorsque l'on résolvait des systèmes linéaires, des équations différentielles linéaires homogènes, et des systèmes linéaires homogènes bien sûr, puis des suites récurrentes linéaires. Donc on va donner deux exemples. Je vais prendre un système, on va dire très très simple. Je prends le système dans R3. Je vais prendre le système S, x moins 3y plus 2z égale 0. Ce que l'on peut voir comme équation de plan. Équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Eh bien, si je prends x, y, z dans R, on sait que x moins 3y plus 2z égale 0. Ceci équivaut à x égale 3y plus 2z. Donc, c'est quelque chose que normalement vous savez très bien faire. Ça équivaut à la colonne x, y, z égale donc la colonne y fois la colonne 3, 1, 0 plus z fois la colonne 2, 0, 1. Donc, l'ensemble des solutions de notre système S, mais ça revient aussi à donner une représentation paramétrique du plan d'équation x moins y, 3y plus 2z égale 0. J'ai fait n'importe quoi, bien entendu, sur les signes. Ici, c'est un moins, donc là, c'est un moins 2. Donc cet ensemble, ben, on en donne la représentation paramétrique lambda fois la colonne 3, 1, 0 plus mu fois la colonne moins 2, 0, 1, avec lambda et mu des réels ici. Donc, en fait, c'est juste écrire ceci comme le sous-espace vectoriel engendré par les deux colonnes 3, 1, 0 et moins 2, 0, 1. Deuxième exemple, je peux prendre l'équation différentielle, on va dire, prendre quelque chose de très simple, y' moins 3y égale la fonction nulle, bien sûr, sur R. Ce que vous savez, c'est que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R et qui à t donne lambda exponentielle 3t pour lambda un réel quelconque. Ben, ceci, c'est un sous-espace vectoriel engendré. Donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par la fonction petit f, où f, c'est la fonction qui va de R dans R, et qui à t donne exponentielle de 3t. Et souvenez-vous, dans les équations différentielles, on avait bien dit que ceci avait une structure de droite vectorielle. Donc, une partie de votre travail maintenant, c'est de réinterpréter tout ce que l'on a fait jusque-là en termes de sous-espace vectoriel engendré. Alors, je ne mets pas de petit r ici. On aurait pu mettre un petit r là pour bien indiquer que le corps de base est R. Il y a des situations où, bien entendu, c'est important. Donc, par exemple, c'est quand je me place dans C, le sous-espace vectoriel engendré par 1 sur le corps de base C, c'est 1, mais le sous-espace vectoriel engendré par 1 sur le corps de base R, c'est R. Donc, ce petit voilà. Le corps en indice peut être intéressant quand il y a ambiguïté. Maintenant, il ne reste plus qu'à énoncer quelques propriétés très simples et utiles de ces espaces vectoriels engendrés. Donc, quelques remarques. Premièrement, une première remarque, on se place toujours dans un espace vectoriel E. Quelque chose d'utile, c'est de regarder le sous-espace vectoriel engendré par l'ensemble vide. Donc ça, soit en tant que plus petit sous-espace vectoriel qui contient cette partie, on voit que c'est le singleton vecteur nul,
toute façon il n'y en a pas de plus petit, hein. C'est un sous-espace vectoriel, il contient l'ensemble vide, il est inclus dans tout sous-espace vectoriel de E contenant l'ensemble vide. Ou alors, comme l'ensemble des combinaisons linéaires, une combinaison linéaire vide, par convention, c'est le vecteur nul. Ensuite, si F est un sous-espace vectoriel de E, eh bien, le sous-espace vectoriel engendré par F, c'est lui-même. D'un certain point de vue, c'est un sous-espace vectoriel de E, il se contient, F est inclus dans F, il se contient lui-même, et il est bien sûr inclus dans tout sous-espace vectoriel de E contenant F, donc par définition de plus petit sous-espace vectoriel contenant une partie, c'est immédiat. Et enfin, on a quelques règles de calcul, donc ça c'est une propriété. Donc si je prends x et y, deux parties de E, trois choses. Premièrement, x est toujours inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x. Deuxièmement, si x est une partie de y, alors le sous-espace vectoriel engendré par x est une partie du sous-espace vectoriel engendré par y. En fait, c'est une propriété de croissance de l'application qui a une partie associée à son sous-espace vectoriel au sens de l'inclusion. Et enfin, si on applique deux fois l'opération je prends le sous-espace vectoriel 2, ça ne change rien, on obtient le sous-espace vectoriel 2, cette partie. Le sous-espace vectoriel engendré par cette partie. Cette dernière veut juste dire qu'une combinaison linéaire d'éléments de x, c'est exactement une combinaison linéaire d'éléments de x. Donc on démontre très rapidement et après on en aura terminé. Le premier, donc je rappelle x inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x, c'est juste de dire que le sous-espace vectoriel engendré par x, c'est un sous-espace vectoriel de E contenant x. Donc, par définition, x est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par x. Deuxièmement, on a x qui est inclus dans y, qui est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par y. Donc, le sous-espace vectoriel engendré par y, c'est un sous-espace vectoriel de E contenant x. Donc, par définition de plus petit sous-espace vectoriel de E contenant x, le sous-espace vectoriel engendré par x est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par y. Ça serait une démonstration qu'il serait bon de connaître. Et enfin, tout simplement, le sous-espace vectoriel engendré par x, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, le sous-espace vectoriel engendré par le sous-espace vectoriel engendré par x, ben, c'est lui-même. Voilà pour toutes ces petites propriétés. Ces petites propriétés, nous les utiliserons. Cet outil, cet objet de sous-espace vectoriel engendré par une partie, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut bien le comprendre géométriquement avec ces histoires de droite, de plan engendré. Il faut bien revenir sur les quelques exemples vus au premier semestre pour bien comprendre que l'on manipule tout ça qu'on a déjà manipulé tout ça en fait concrètement, et on utilisera ces dernières propriétés assez souvent quand on travaillera de manière abstraite sur la notion de sous-espace vectoriel engendré par une partie. Voilà pour cette vidéo.